restrictives à l'encontre de la Russie, y compris des sanctions individuelles, des sanctions économiques et des mesures diplomatiques. Il y a eu, et d'ailleurs il continue, voire des concertations, des sommets autour de cette question. Alors il faut stopper l'ours blanc. Les pays africains ont même été menacés, on se souvient, il faut sanctionner la Russie, comme pour dire que c'est un élément dangereux. Alors il faut l'apprivoiser. Seulement, de toutes les sanctions prononcées contre la Russie, aucune ne concerne le nucléaire. Pourtant, du moins, on se demande pourquoi. Pis encore, Paris et Budapest s'expriment contre l'adoption de restrictions dans le nucléaire civil. Bonsoir à tous, vous êtes sur la 96.3 FM For You Radio. Merci d'être présent et bien sûr aussi en live sur Facebook mais aussi sur YouTube For You Media Africa. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. On apprenait que les membres de l'OTAN poursuivaient à Bruxelles leurs discussions pour accélérer leur livraison d'armement et de munitions à l'Ukraine, qui insiste elle aussi de son côté pour recevoir aussi des avions de combat. Mais à ce stade, il faut le relever, ni les Européens ni les Américains n'ont accepté de crainte, du moins, d'une escalade avec Moscou. Vous vous souvenez, Moscou bien sûr avait prévenu, voilà, si jamais ces armes était bien sûr livré à l'Ukraine. Cependant, on nous annonce un 10e paquet de sanctions contre Moscou qui pourrait viser des opérateurs iraniens. Pour l'Union européenne, ce sont leurs drones tuent des civils ukrainiens. Par ailleurs, des discussions seraient donc en cours au niveau international sur la possibilité d'utiliser les avoirs russes gelés pour la reconstruction de l'Ukraine. On parle de centaines de milliards de dollars. En clair, l'Union européenne veut continuer à frapper l'économie russe, entre autres le secteur bancaire, l'accès aux technologies et bien d'autres. Mais même si l'on enchaîne justement les sanctions, on évite pourtant de toucher au nucléaire. D'ailleurs, la France, pourtant très engagée aux côtés de l'Ukraine dans cette cause, s'oppose néanmoins à des sanctions nucléaires contre la Russie. La raison, Paris collabore avec Moscou sur la construction d'une centrale nucléaire en Hongrie. Alors qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela implique? Jusqu'où va l'engagement des pays européens vis-à-vis de l'Ukraine? Que représente le nucléaire russe pour l'Europe? Autant de questions qui seront bien sûr posées ce soir. C'est donc l'occasion, du moins le temps pour nous de présenter notre invité dans le cadre de votre programme Regard panafricain uniquement sur For You Media, du moins For You Radio, la 96.3 FM. Le docteur Yamb est avec nous, Yamb Timba. Bonsoir. Bonsoir Madame Siké et merci pour cette autre invitation. C'est nous qui vous remercions. Merci de toujours répondre positivement à nos différentes invitations sur For You Media Africa. Alors, on va aller sans transition, Dr Yamb. Cette posture aujourd'hui de la France qui interpelle et qui intrigue d'ailleurs. On voit la France aux côtés de l'Ukraine, on voit son engagement dans le cadre de l'opération spéciale russe du côté de l'Ukraine, la France qui condamne la Russie, les paquets de sanctions, on nous parle d'un 10e de paquets de sanctions qui se préparent. La France a encouragé, du moins voté pour les sanctions contre la Russie, mais maintenant on se dirige peu à peu sur la question du nucléaire et on veut sanctionner la Russie là-dessus. La France dit niet. Pourquoi? Elle a de bonnes raisons.
Pourquoi? Mais elle a de bonnes raisons parce que le secteur de l'énergie en France et le secteur du transport collectif, la haute technologie, ont des relations extrêmement, comment dire, intriquées avec le géant russe du nucléaire Rosatom. Oui, Rosatom. Voilà, vous trouverez qu'il y a beaucoup d'accords entre EDF et Rosatom, entre Framatome qui a succédé à Areva et Rosatom. Ah, d'accord. Okay. Donc, et puis vous avez beaucoup d'autres éléments dont voici en quelque sorte, disons, voici l'environnement qui justifie ça. Dans le monde aujourd'hui, vous avez 440 réacteurs nucléaires qui fonctionnent. 80 sont de conception russe. Et sur les 80 qui sont de conception russe, vous avez ces 80-là, eh bien, vous avez sur le sol européen 18 réacteurs. Sur 126, vous en avez 18 qui sont de conception russe. Donc, à peu près. Et il faut savoir que quand quelqu'un conçoit un réacteur, il vaut mieux s'approvisionner en uranium chez lui. D'accord. Mais il y a mieux. Il y a le fait que la France n'est plus le leader en matière de, si vous voulez, de construction de réacteurs. Ok. Sur les 57 projets qu'il y a aujourd'hui dans le monde, 35 sont des projets Rosatom. Et ces 35 projets, il faut savoir que le tiers des réacteurs sera livré par une filiale de General Electric qui est installée en France et dont la vente a déjà pratiquement été actée à EDF. Okay. Et ces réacteurs-là sont pour le moment ce qui permet à cette entreprise GEAST de subsister. Sans les commandes de Rosatom, cette entreprise va fermer. Okay. Et si elle ferme, ce sera la fin de la technologie, si vous voulez, du savoir-faire français dans le domaine de la production des turbines, des réacteurs nucléaires. D'accord. Donc, vous comprenez que les enjeux sont extrêmement intéressants, importants, sans compter le fait que la France, c'est 67% de son électricité qui vient du nucléaire. Oui. Et lorsque l'uranium sort donc des réacteurs, il y a deux étapes. Il y a d'abord l'uranium enrichi, le civil, et aujourd'hui, 10% de l'uranium enrichi vient de Rosatom dans le monde, dont la moitié de l'uranium enrichi dans le monde vient de Rosatom. Oui. On ne peut pas se passer de ce genre de personnes. Comprenez pourquoi la Finlande, la Hongrie et la Bulgarie ne veulent même pas entendre parler du début des discussions sur le nucléaire en Union européenne. Parce que tout ce qu'ils ont comme centrale, naturellement, dépend de la Russie. Et quand maintenant le combustible a été utilisé, vous avez quelque chose qu'on appelle l'uranium retraité. Oui. Cet uranium retraité, il n'y a aucun pays européen qui sait le faire. La seule usine d'un pays européen qui sait faire ça se trouve en Sibérie. Ah, d'accord. Et appartient à Rosatom. Okay. Donc, personne ne sait le faire. Sauf que quand vous prenez un pays comme la France, l'uranium retraité, c'est 10% de sa production énergétique. 10%. Du coup, vous ne pouvez pas demander à la France de sacrifier, toute son activité industrielle via GEAST, la filiale de General Electric qui va être vendue à EDF, et vous ne pouvez pas lui demander de se priver de 10% d'électricité alors qu'elle a déjà du mal à s'approvisionner en gaz et en pétrole. Oui. Voilà la quadrature du cercle pour la France. Et c'est extrêmement compliqué. Et là, elle ne peut pas s'en sortir. Et vous avez tous les autres pays européens. Là, je vous en ai cité 3. Finlande, Bulgarie et puis Hongrie. Mais comment on va fonctionner? Comment on va faire? Si vous faites ça, des pays comme la Bulgarie, ça va être totalement le blackout. Oui. La Hongrie, ça va être la même chose. La Finlande, idem. La Finlande était sur un projet qu'elle a suspendu depuis mai 2022, mais en réalité, la situation n'est pas très agréable. Ils ont la chance d'avoir beaucoup de pétrole aujourd'hui, et donc ils en profitent bien. Et vous savez que la Finlande a émis des limites sur la quantité d'hydrocarbures qu'elle peut vendre aux autres pays européens. D'accord. Voilà, donc c'est ça la situation en Europe.
Donc c'est ça la situation en Europe. On comprend en tout cas que la Russie finalement, plus ou moins, occupe, du moins tient un peu, c'est elle qui tire un peu les ficelles, justement en Europe, malgré dans ce contexte. Je pense que les Européens ont été mal avisés de s'engager dans ce qu'on appelle les sanctions. Vous ne pouvez pas sanctionner celui qui fabrique ce dont vous avez besoin. Mais comme la propagande occidentale est de dire au reste du monde qu'eux, ils fabriquent tout, qu'eux, ils se suffisent et qu'en fait, c'est eux qui exportent tout vers le reste du monde, eh bien, ils ont dit à tout le monde, c'est un petit pays un peu comme l'Espagne ou la Grèce qu'on avait malmené pas longtemps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les malmener un peu, on va la bombe atomique qu'elle Swift qui a fait pchit, et ensuite, on va faire des paquets de sanctions et on va mettre leur économie à terre. Vous vous souvenez des propos très condescendants du ministre français de l'économie à l'époque, Bruno Le Maire. Et on se rend compte aujourd'hui que les seules économies qui sont en difficulté et qui entrent en récession, ce sont les économies de ceux qui ont sanctionné les autres et pas les leurs. Et ils n'ont même pas appris des sanctions de 2014, puisqu'en 2014, la France s'est retrouvée à jeter des pommes pourries, à jeter du fromage, à jeter, là je parle des pommes de terre et des pommes, en fruits, voilà, en fruits, et à jeter énormément de choses qui allaient en Russie. Sauf qu'aujourd'hui, la Russie est autosuffisante dans tous ces compartiments-là, et pour ce qui est par exemple du blé qu'elle importait encore en 2014, aujourd'hui la Russie est devenue le plus gros exportateur, plus gros producteur mondial de blé, et le plus gros exportateur mondial de blé. Donc les Russes se sont ajustés. Et la difficulté, c'est que on a une Union européenne qui était, en fait, qui n'a pas... Charles Gave a une expression assez désagréable, mais bon, qui s'y applique vraiment. En fait, les gens ont agi en crétins. Donc, ils n'ont pas anticipé. Ils n'ont pas pris la peine de bien préparer leurs coups avant de les asséner. Et aujourd'hui, c'est eux qui en pâtissent. Et vous voyez donc les contradictions qu'on avait déjà prévues sur votre antenne télé dès l'année dernière, en disant ils vont se retrouver dans des contradictions terribles qui seront telles que leur population se demanderont mais quel genre de personnes les dirigent. Vous êtes là, vous avez, comment pouvez-vous aller jusqu'à 10 paquets de sanctions? Vous avez 9 paquets de sanctions qui ne marchent pas. Oui. Au lieu d'aller vous asseoir autour d'une table et négocier, eh bien, ce que vous faites, c'est de passer à une 10e paquet de sanctions. C'est-à-dire, en fait, vous vous êtes déjà tiré 9 balles, vous voulez vous en tirer une 10e. Je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. Il était question, pour rappeler, parce que je pense qu'on a suivi effectivement ces différentes réunions et concertations contre la Russie, il était question d'asphyxier économiquement la Russie. Et au niveau de l'Union européenne, on était convaincus justement que cette asphyxie allait faire en sorte que la Russie allait contraindre Moscou à se plier justement et à lâcher cette opération, encore le langage change, son opération spéciale du côté de l'Ukraine. Alors on voit, vous avez essayé de nous expliquer exactement justement cette posture, comprendre la posture des pays comme la France aujourd'hui, mais on se demande donc finalement que représente, déjà pour comprendre cet enjeu, cet univers du nucléaire. C'est quoi qui possède le nucléaire? Que représente le nucléaire russe? Écoutez, le nucléaire russe, c'est l'une des industries les plus puissantes de la Russie. Vous avez un pays immense, 17 millions, presque 18 millions de kilomètres carrés, mais on ne se plaint pas de froid là-bas. Alors que c'est l'une des zones les plus froides et les plus arides dans le monde. Oui. Pourquoi? La Russie a su développer des technologies qui lui permettent d'avoir une offre suffisante d'électricité pour ses 200 millions d'habitants. Et c'est porté par l'électricité produite par le gaz, les hydrocarbures et le nucléaire. Et dans le monde, pendant longtemps, la Russie n'a presque pas vendu de réacteurs à l'extérieur parce qu'elle était sous le temps, au moment dans l'époque soviétique, n'était pas du tout ça. Et aujourd'hui même, la plus grande centrale nucléaire au monde, celle de Zaporizhzhia, il faut savoir que elle a été construite par les soviétiques. Donc les Russes sont ceux qui maîtrisent le mieux cette technologie, avec les Ukrainiens, puisqu'ils y étaient vraiment. Sauf que l'Ukraine, malheureusement, n'a pas construit de centrale depuis longtemps. Les Russes, eux, ils ont continué à
construire de nouvelles centrales. Et là, je vous dis aujourd'hui, vous avez dans le monde 440 réacteurs, 80 sont de conception russe. Et c'est les plus récents. Ce sont les réacteurs les plus récents dans le monde aujourd'hui, ce sont les réacteurs russes. Par exemple, en Europe, vous avez 14 projets en cours. Sur les 14 projets en cours, eh bien, vous constaterez que 8 à peu près, c'est des réacteurs de conception russe. Et c'est le seul qui marche. Les autres piétinent, on tourne en rond, on remet, on recommence, on rattrape. Les seuls qui avancent, c'est les projets tenus par les Russes. Il y en a 24 qui sont planifiés. Je crois que près d'une vingtaine a été confiée aux Russes compte tenu de ces performances-là. Et les Russes estiment que le nucléaire civil, qui aide les gens à produire de l'électricité et à faire beaucoup d'autres choses. La plupart des gens dans le monde croient que le nucléaire, c'est produire de l'électricité et fabriquer des bombes. Pas seulement. Le nucléaire, dommage qu'un pays comme le Cameroun n'ait pas sérieusement développé son programme nucléaire. Ils appellent ça pudiquement la radioprotection, radioactivité et tout ça là. Mais déjà en 1989, le Cameroun avait prévu de construire des hangars de stockage de produits agricoles avec du cobalt 60. Si vous bombardez les produits agricoles frais avec du cobalt 60, vous pouvez les conserver pendant une très longue durée. Et c'est un projet de 1989 au Cameroun, à dire que nous avions quand même de l'élévation. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend pas. Et c'est pour cette raison que, quand je dis que je ne comprends toujours pas ce que le gouvernement dit, les gens me disent, mais comment tu ne comprends pas? Je dis, je ne comprends pas. Parce que vous ne pouvez pas avoir un projet aussi avancé en 1989, et en 2003, vous n'avez même pas construit le premier, vous avez fait le premier pas. Et vous avez... Le nucléaire, ça s'utilise également dans la médecine, ça s'utilise pour beaucoup d'autres choses, dans beaucoup de domaines, qui permettent donc de rendre la vie meilleure. Et ça, c'est le nucléaire civil. Et les Russes estiment que la technologie nucléaire, on n'a pas besoin de la conserver tout seul. Ça ne doit pas devenir un tel secret que quelques pays seulement dans le monde doivent l'utiliser. Et les Russes ont donc transféré cette technologie par aux Iraniens, aux Nord-Coréens, je crois qu'aux Libyens, à beaucoup de pays, la Chine, même l'Inde, etc., pour pouvoir les aider. Et je crois qu'il y avait de telles discussions avec Hugo Chavez avant qu'il décède également, donc pour la Colombie. Et je crois qu'il y a des questions qui se sont posées, ce qui se pose de plus en plus par rapport à Cuba. Mais il y a des considérations géopolitiques qui font que c'est c'est un projet un peu délicat parce que les Américains n'ont pas du tout envie d'avoir un pays avec du nucléaire en dehors d'eux et des Canadiens dans l'Amérique du Nord, alors qu'il y a le nucléaire civil qui a des applications qui n'ont rien à voir avec la guerre. Rien du tout. Mais c'est dangereux ou bien... C'est dissuasif, en fait. Oui, bon, disons que c'est beaucoup plus l'image que les gens ont du nucléaire qui fait peur. Quand vous dites nucléaire, allez même dans nos universités. Tout ce que les gens voient, c'est les bombes de Hiroshima et Nagasaki. Mais le nucléaire, et pire maintenant, bon, les gens peuvent voir Fukushima, ou alors, comment on appelle la fameuse centrale en 86, en Ukraine toujours. Bref, le nom va me revenir. Il y a eu cette centrale qui a explosé en Ukraine. En Ukraine. Oui, en 1986, il y a eu un nuage nucléaire sur l'Europe. Et puis, on a construit un dôme en béton qui la recouvre aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand on enlève cette image-là, le nucléaire devient quelque chose qui a des applications autres que des applications liées à la guerre. Et tous les pays ont le droit d'accéder au nucléaire. Il n'y a rien qui dise que certains doivent y accéder et d'autres pas. Mais il faut savoir que le nucléaire a un pouvoir. Le simple fait de maîtriser les technologies nucléaires vous fait entrer dans un cercle qui permet, où on trouve des technologies exclusives. En fait, c'est ça le problème. C'est ça, oui. Voilà, cette technologie exclusive, ce marché très fermé, fait qu'un certain nombre de pays utilisent leur maîtrise de ces technologies-là comme instrument de démarcation par rapport au reste du monde, mais également comme instrument géopolitique extrêmement important. Donc, il va falloir qu'on ait peut-être une sorte d'information mondiale sur le nucléaire, qu'on explique à quoi ça sert, et qu'on comprenne que
il est fort possible d'avoir des applications civiles qui n'ont rien à voir avec la guerre et l'une des applications les plus intéressantes, c'est la production d'électricité. Mais ne soyons pas dupes. Nous devons savoir qu'il y a beaucoup de déchets qui viennent du nucléaire et que ça prend un très très long temps pour que cela soit détruit par la nature. Et c'est ça l'un des combats de Greenpeace, mais qui est malheureusement mené avec une grosse propagande derrière qui le rend désagréable. Alors que on peut présenter ce problème d'une manière tout à fait objective, sans propagande, sans parti pris, et trouver un juste milieu, soutenir les scientifiques dans un sens qui puisse permettre d'arriver à régler ces problèmes-là. Alors on poursuit, justement, on essaye toujours de comprendre cette posture française. Aujourd'hui, on a fait quelques recherches, on parlait de la centrale nucléaire de Tchernobyl, si je peux dire. Voilà. Tchernobyl. Tchernobyl, c'est ça. Voilà. Le mot que je cherche. Alors, est-ce que cela veut dire, docteur Yamb, est-ce qu'on doit comprendre que l'enjeu du nucléaire russe est aujourd'hui plus important que les enjeux en Ukraine? Pour les pays comme la France, qui soutiennent l'Ukraine. On a vu d'ailleurs le président Volodymyr Zelensky s'est déplacé il y a quelques jours encore seulement en arrière. Il a rencontré le président Emmanuel Macron qui lui a d'ailleurs promis de renforcer l'arsenal militaire, de lui apporter son aide également pour l'Allemagne dans ces pays-là autour de lui qui lui ont promis justement de renforcer, de l'aider toujours justement dans cette guerre pour essayer de neutraliser Moscou. Mais aujourd'hui avec l'enjeu du moins, la question du nucléaire, où c'est la même France qui s'oppose encore à cette sanction, doit-on comprendre que finalement l'Ukraine n'intéresse pas plus que ça? Si oui, qu'est-ce qui se cache donc derrière? Si vous connaissez l'histoire coloniale de la France, vous comprenez que ça ne l'intéresse pas. Le coût moyen d'un petit réacteur nucléaire est de l'ordre de 750 millions d'euros. Lorsque vous avez la capacité d'en livrer, parce que les Russes, ce qu'ils font, c'est que leur propre technologie, ils ne la sortent pas n'importe comment. Dans les projets qui sont hors de Russie, en général, ils préfèrent s'approvisionner en turbines, par exemple en France, dans le cas de la relation entre Rosatom et GEAST. Donc, si vous êtes à un minimum de 750 millions d'euros par réacteur, et que vous en avez 35, c'est pas loin de 30 milliards d'euros. Ça peut paraître curieux, mais la France n'a pas 30 milliards d'euros. Elle en a besoin. Elle en a besoin. Et vous savez déjà que sa contribution à la guerre, à tout ce qui se passe en Ukraine, c'est pas 1 milliard. Aujourd'hui, on pense que c'est autour de 500 millions d'euros. C'est pas ce qu'on entend, en tout cas. Bon, vous savez, ça peut beaucoup parler sans forcément agir au même niveau. Ça n'atteint probablement pas encore 500 millions d'euros. Et donc, perdre des marchés qui peuvent aller autour de 30 milliards d'euros, je ne suis pas sûr que la France est prête à perdre ça. Et donc, du coup, elle s'oppose, pas pour les mêmes raisons que la Hongrie ou la Bulgarie ou la Finlande, qui sont des pays qui ont un problème d'offre d'électricité. C'est pour ça que ces pays-là, eux, ils s'opposent à ces sanctions. Donc, c'est vraiment un impact direct sur la vie de tous les jours. Mais pour la France, c'est une question d'argent. C'est une question d'argent, c'est une question de revenus. Et ces revenus-là, elle n'a pas envie de les sacrifier à l'autel d'un soutien extraordinaire à l'Ukraine. Donc, finalement, la Russie continue à gagner son argent avec cette guerre. La Russie gagne de l'argent avec tout le monde. Tout le monde. Vous n'avez pas vu le cosmonaute américain l'année dernière qui est revenu de la station spatiale internationale, que les Russes ont ramené? Les Américains ont payé pour ça. La Russie gagne l'argent avec tout le monde. C'est pour ça que Poutine ne se gêne pas. Il regarde, il crie pas trop. Tout le monde paye quelque chose à la Russie qui n'a rien à voir avec le gaz. Malgré la guerre? Mais ça, la guerre, les gens bavardent beaucoup. En temps de guerre, il y a beaucoup de discours enflammés, même quand on n'a pas un seul soldat. Il y a beaucoup de discours lorsqu'on enflammés. vous écoute, docteur, on a l'impression finalement que nous sommes en train de regarder un film. Nous avons, et je pense que ça permet à vos auditeurs et au reste du monde de comprendre que le monde est beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complexe qu'on ne le croit.
Pendant qu'il y a des discours enflammés à l'ONU, à l'Union européenne, chaque fois qu'on se retrouve dans le monde, le président français il dit un certain nombre de choses. Oui. Eh bien, pendant ce temps, il encaisse. Son pays. EDF, c'est une entreprise publique. L'État français encaisse. Tout voilà. à fait, oui. Donc, les gens gèrent en fait leurs intérêts. Ils ne sont pas là pour s'occuper. Je veux dire que les citoyens de notre pays ne les intéressent pas plus que leurs propres intérêts. Un de leurs présidents disait que un État n'a que des intérêts. Pas d'amis. Pas d'amis. Donc, l'Ukraine, c'est sympathique, mais les intérêts de la France priment sur l'Ukraine et sur les citoyens ukrainiens. Voilà, les intérêts de la France priment. En fait, on essaie en tout cas de comprendre, hein, parce que on aurait peut-être pas pour dire jamais, mais on n'aurait pas imaginé aujourd'hui que la France soit, entre guillemets, du côté de la Russie en termes, justement, la France est même, on peut dire, en train de défendre, dans une certaine mesure, la Russie. Sur cette question, alors qu'il y a encore quelques mois ou je sais pas, d'ailleurs en Afrique, on l'a rappelé tout à l'heure à l'entame, on a mis la pression aux États africains pour justement sanctionner, donner leur voix pour sanctionner la Russie. Aujourd'hui, on se retrouve avec ces mêmes pays-là qui, pour un autre secteur, ne sont pas d'accord pour une sanction contre Moscou. Mais est-ce que cela ne pourra donc pas mettre à mal les mesures punitives justement prises contre la Russie? Ça veut dire quoi? Si on arrive à la question du nucléaire, est-ce que ça veut dire que finalement on a tout épuisé et on n'a plus le choix? Bien sûr. Ça veut dire qu'il ne reste plus rien. La vérité est que les pays européens sont en difficulté. Vous allez voir les récoltes de cette année-ci. L'essentiel, je crois que 80% des engrais qu'utilisent les Européens sont produits en Russie. Vous avez le sentiment qu'il y a une sanction dessus. Le nucléaire, je vous ai dit, il n'y a aucune usine de retraitement de l'uranium en Europe. Tout vient de Russie. Vous voyez qu'il n'y a pas de sanction dessus. Ce qui se passe, c'est que la Russie a très bien compris à quel point l'Europe dépend d'elle. Sur le plan, il faut qu'on explique très bien. Oui, allez. Ce qu'on appelle l'industrie, parce que souvent quand on dit l'industrie, on en parle comme ça. L'industrie, c'est de l'énergie transformée. Ça veut dire que vous ne pouvez avoir aucune industrie si vous n'utilisez pas sans énergie. Justement, tout ce qui est industrie, c'est-à-dire fabrication sans énergie, c'est ça qu'on appelle de l'artisanat. D'accord. Et ça donne donc des capacités, ou disons des quantités très faibles. Et c'est difficile d'avoir une standardisation quand on fait de l'artisanat. Pour standardiser, pour produire en grande quantité, vous avez besoin, là vous atteignez la manufacture, c'est-à-dire l'industrie. Sauf que pour avoir de l'industrie, il vous faut de l'énergie. Aujourd'hui, les sources d'énergie qui permettent de soutenir une industrie, c'est le nucléaire, c'est le gaz, c'est tout ce qui est hydrocarbures, gaz, pétrole, c'est le nucléaire. Oui. Il ne faut pas que les gens se prennent au discours ambiant qui dit ouais, l'énergie solaire ou éolienne, ça reste marginal. D'accord. Pour le moment, c'est le charbon, c'est le gaz, c'est le pétrole, c'est le nucléaire. Donc, et puis vous avez l'hydroélectricité. Le problème avec l'hydroélectricité, c'est que tous les pays n'en ont pas. Parce que l'hydroélectricité suppose que vous avez des cours d'eau. Oui, tous les pays n'ont pas de fleuves, n'ont pas de grandes rivières. Donc, les gens vont aller chercher. Et puis l'hydroélectricité, ça peut être saisonnier. Et donc, il y a des variations de capacité qui sont telles que ça peut mettre des industries en danger. Et le développement de centrales hydroélectriques est long, 7 à 15 ans, trop coûteux, autour de 1,5 million, 2 millions d'euros par mégawatt. Ça coûte extrêmement cher. Même le nucléaire est à peu près... C'est peut-être le seul qui soit un peu plus cher. Parfois, ça monte jusqu'à 3-4 millions d'euros par mégawatt. Oui. Mais ça peut être un peu moins. Et aujourd'hui, vous avez le gaz qui est beaucoup plus abordable. Parfois, ça peut aller, dans certaines conditions, à moins d'1 million d'euros par mégawatt. Et vous avez, par exemple,
C'est pour cette raison, là je vais faire une petite parenthèse, c'est pour cette raison qu'on ne comprend pas pourquoi un pays comme le Cameroun ou le Nigeria, la Guinée équatoriale ou l'Angola ont énormément de gaz mais n'ont pas d'électricité. Ça n'a aucun sens, parce qu'il suffirait qu'un pays comme le Cameroun décide d'investir chaque année, si on l'avait fait depuis seulement 2013, et qu'on avait dit, ok, chaque année, on va investir pour avoir, disons, 500 mégawatts, c'est-à-dire, en fait, 500 millions d'euros, c'est 328 milliards. C'est pas grand-chose. Donc, on peut arrondir 400 milliards, on aurait eu 500 mégawatts avec du gaz. Aujourd'hui, en 2013, on aurait déjà 5000 mégawatts. Bon, ça reste encore, ça ne couvre pas encore toute la demande, mais on aurait moins, il y aurait une évolution, Donc, parce qu'effectivement, tout le temps, vous constatez que les gens détournent énormément d'argent. 400 milliards en une année, c'est un jeu d'enfant. C'est pas grand-chose dans le cadre des détournements qu'il y a au Cameroun. Donc, vous voyez, le charbon, c'est un peu moins, mais le charbon a ceci qu'il est lourd, il faut le transporter, et en général, il est trop sale, et il pollue énormément. Il pollue, exactement. Donc, par ordre de grandeur en termes de pollution atmosphérique, vous avez le charbon, ensuite vous allez avoir le fioul lourd, et après vous allez avoir le gaz, et enfin vous aurez le nucléaire qui ne pollue pas directement l'atmosphère, mais qui génère des déchets, qui par exemple, qui ont ce qu'on appelle un temps de vie, une demi-vie, qui se chiffre en centaines, parfois en milliers d'années, donc qui est très long. Alors que, du coup, vous comprenez que la plupart des pays qui se sont développés sur le charbon et sur le gaz et sur le pétrole. C'est le cas de la Chine, c'est le cas de l'Europe elle-même. Vous connaissez Germinal, qu'on nous a obligés à lire, donc qui raconte l'histoire française. Vous savez que c'est l'histoire d'une mine de charbon. Et vous savez que toute la guerre, la première et la deuxième guerre mondiale, s'est jouée sur la Ruhr. La Ruhr est la région qui a le plus de charbon en Europe, en dehors de la Russie et de l'Ukraine, et en dehors de la Grande-Bretagne où on a commencé à l'exploiter. Donc, vous avez là les sources d'énergie les plus utilisées. Je rappelle que la moitié des bateaux qui circulent dans le monde, il y en a 60 000, 60 000 gros navires. Et je rappelle que chacun de ces navires équivaut à une pollution de 50 millions de voitures. Donc, ces 60 000 navires, gros navires qui sillonnent les mers de notre planète, la moitié est constituée de navires qui transportent du charbon, du pétrole, du gaz et des combustibles et puis de l'uranium. Donc, les sources d'énergie fossiles, vous avez la moitié des plus gros bateaux qui les transportent dans le monde. Donc, c'est très important l'énergie. Vous comprenez que c'est stratégique. Et d'ailleurs, la diplomatie américaine est basée sur la diplomatie du pétrole. C'est pour ça que je n'ai jamais compris tous nos candidats aux élections présidentielles au Cameroun. Ils n'ont jamais une position claire sur les questions liées à l'énergie, liées au pétrole, au gaz du Cameroun, à l'uranium du Cameroun. Très abordé. Mais ils n'abordent pas qu'ils n'ont pas souvent abordé, ils n'abordent jamais ces questions. Donc vous comprenez que ces gens ne se soucient pas d'industrialiser notre pays ni de le développer. Parce que pour que vous parliez de développement d'un pays, vous devez pouvoir parler de l'énergie. Parce que finalement, l'industrie, c'est de l'énergie transformée. Si vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas d'industrie. Et du coup, la Russie a très bien compris quand Poutine arrive au pouvoir en 98. Et il arrive au pouvoir et c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps en Allemagne. Les années 80, il les a passés en Allemagne. Donc, il connaît très bien les bases de l'industrie européenne. Il va donc exploiter cela en disant... Si nous développons l'énergie, nous allons créer une dépendance. Puisque eux, ils ne veulent plus, par exemple, ils n'ont plus assez de charbon et ils ne veulent même plus relancer les anciennes mines. Ils n'ont pas de pétrole en dehors de la Grande-Bretagne, dans la mer du Nord, et puis de la Finlande, dans l'Atlantique Nord. Les autres n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de gaz. Et du coup, celui qui leur livre le gaz peut créer de la dépendance. Ils s'approvisionnaient essentiellement au Moyen-Orient, ils l'ont commencé en Afrique, c'est ça qui a rendu la Libye riche, l'Algérie, ça qui a donné les moyens de se construire, le Nigeria a tiré profit, l'Angola, le Gabon, qui était l'Eldorado à l'époque, mais qui ne s'est pas construit, il aurait dû être le Koweït de l'Afrique, le Cameroun, bon, c'est des petits producteurs, Cameroun, Congo, c'est très petit, mais ça aurait pu permettre à ces pays de sortir du sous-développement. Donc, vous avez tout cela, et vous comprenez que
ces gens ont essayé de contrôler toutes ces sources d'approvisionnement, la guerre du Biafra, les guerres qui sont au nord-ouest, sud-ouest du Cameroun, toutes les guerres de l'Angola, etc. C'était pour le contrôle du pétrole. Et du coup, aujourd'hui, vous allez voir que les Occidentaux, les Russes, ont donc su développer cette dépendance, créer cette dépendance. Le coût auquel ils vendent le gaz aux Européens est simplement inimaginable. C'est tellement bas que vous ne pouvez pas... Le cours mondial d'un mètre cube de gaz naturel est autour de 3 dollars. Oui. 2,50, 2,60 dollars. Mais ça a augmenté avant l'opération spéciale. C'est à peu près là. Ça a augmenté un peu plus aujourd'hui. Mais eux, ils l'achètent à moins d'$1. Et les pays, oui bien sûr, c'est pour ça que les pays comme la Turquie ont pu se développer, parce qu'ils ont du gaz, le mètre cube à moins d'$1. Ça permet donc de pouvoir construire les centrales et d'avoir des coûts d'électricité très bas. Il n'y a pas de magie dans ce que ces gars-là font. Ils font des choses et nous aussi, on a l'impression que c'est extraordinaire, d'extraordinaire. Donc ce développement sur l'énergie, qui est quelque chose que j'aime bien, qui est une de mes passions, vous voyez, c'est ça que les Russes ont créé, cette dépendance à l'énergie, à la fois du nucléaire, le pétrole, le gaz. Ils l'ont fait et c'est ça qui a porté, par exemple, l'Union européenne après 2008, la crise de 2008. C'est ces coûts bas, le coût très bas du pétrole et du gaz russe qui ont permis de relancer les économies européennes après la crise de 2008. Dont ils achetaient du gaz à un prix tellement bas qu'il était hyper compétitif. Je vous rappelle que le même mètre cube au Cameroun tourne autour de 16 à 20 dollars. Donc, ce qui est incompréhensible, puisque le gaz est sur le terrain, il n'y a même pas besoin de pipeline pour faire de gazoduc. Donc, on ne comprend pas très bien pourquoi c'est si cher. Mais bon, c'est cher. Mais qui fixe les prix, peut-être, pour faire la parenthèse? C'est une question qu'il faudrait sérieusement se poser, puisqu'il n'y a aucune agence de développement du gaz au Cameroun. Il n'y en a pas. Vous avez la SNH qui est censée suivre ces choses-là. Bon, peut-être qu'elle a quelque chose... Parce que si de l'autre côté, on a à moins d'$1 qu'on peut acheter, et dans un pays africain comme le Cameroun, on a 16... Nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'importera pas. On le produit là, sur place. Ouais. Je vous rappelle que pour fourrer un puits de gaz, ça ne coûte pas la mer à boire. C'est 14 millions de dollars, autour de max 15 millions de dollars. Donc, vous êtes autour de quoi? 10 milliards de francs CFA. Donc, on ne comprend pas très bien pourquoi les Camerounais n'ont pas de gaz domestique à un prix de 2 ou 2 000, 3 000 francs CFA, de 12,5 kilos. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Disons que les Russes ont créé donc cette dépendance, et cette dépendance fait donc que les Européens, eh bien aujourd'hui, se retrouvent dans une contradiction incroyable. C'est-à-dire que vous sanctionnez la Russie, mais elle vous tient quand même. Et vous êtes obligé de payer. Et maintenant, avant, par exemple, pour que la France fasse retraiter son uranium appauvri parce que en Russie, eh bien, elle payait en euros. Aujourd'hui, elle est obligée de payer en rouble. En rouble, oui, la monnaie russe. Ça lui coûte extrêmement cher parce qu'entre-temps, le rouble s'est apprécié par rapport à l'euro. Voilà les raisons pour lesquelles elle ne peut pas accepter de laisser cette poule aux œufs d'or. Je vous ai dit, sur 57 projets que gère 35 projets que gère Rosatom, l'essentiel va être livré, des turbines seront livrées par la France. C'est un coût qui va tourner autour de 30 milliards d'euros. La France n'a pas l'intention de laisser passer 30 milliards d'euros parce que sans cette commande de Rosatom, toute son industrie du nucléaire tombe. Toute son industrie du nucléaire tombe. Surtout qu'on nous dit qu'actuellement, 35% des, entre guillemets, réacteurs nucléaires sont à l'arrêt du côté de la France et qu'il y a un gros risque, justement. On parlait d'hiver tout à la dernière fois. Vous savez, la France est censée avoir 58 réacteurs nucléaires. 58 centrales. De manière 58 centrales nucléaires. Oui. Au fond, quand vous regardez bien, il y a plus de la moitié, peut-être les 2 tiers sont à l'arrêt. Où on vous dirait il y a des travaux de maintenance, mais ça ne fonctionne plus de façon optimale. Et puis, ils avaient une valeur ajoutée extraordinaire à cause du gaz qui venait de Russie. Ça permettrait de faire fonctionner les centrales à gaz qui coûtaient beaucoup moins cher. Parce que le combustible coûtait 2 fois rien. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, la France ne peut pas se permettre des sanctions contre la Russie. Mais vous voyez la contradiction, c'est que l'Allemagne, des sanctions sur le nucléaire contre la Russie. Mais sauf que vous voyez la contradiction, l'Allemagne a été poussée, encouragée par l'Union européenne à abandonner
toute son industrie nucléaire. Oui. Donc aujourd'hui, elle ne comprend pas très bien pourquoi les autres défendent d'ailleurs cette industrie nucléaire. C'est une contradiction. Et ces contradictions, nous les avons prévues depuis l'année dernière en disant, attention, le contexte économique, le contexte d'imbrication des économies sur la question énergétique particulièrement, est tel que d'ici un an, les Européens vont tomber dans des contradictions terribles et ces contradictions vont appauvrir l'Europe. Et là, on est en train de le voir. Ça va appauvrir l'Europe. Si un pays comme la France se passe de son nucléaire, comment elle va fonctionner? Comment ce pays-là va fonctionner? Déjà, il y a des contrats qu'ils ont perdus pour la marine légère avec ce qu'ils appelaient les Mistral à l'époque avec les Russes, qui leur apportaient plusieurs milliards d'euros. Je crois que c'était autour de 14 ou 15 milliards d'euros. Oui. Donc, il y a de plus en plus de problèmes qui vont naître du fait de ces sanctions, du fait de ce conflit en Ukraine. Et laisser que le président ukrainien fasse des demandes de ce genre tout le temps, sans qu'il y ait un contrôle diplomatique amont qui module en fait son discours officiel, son discours public, risque de mettre des pays comme la France dans de très très grosses difficultés. Ce d'autant plus que la perte de l'Afrique est déjà là. Oui, voilà. Donc, on l'observe bien sûr. On l'observe. Est-ce à dire, peut-être vous faire la petite parenthèse justement, parce qu'on a plus ou moins aussi parlé des pays africains, ça nous a permis de revenir également sur cette thématique. Est-ce que cela pourrait être, tout à l'heure on a demandé, est-ce que c'est une arme de dissuasion? C'est ça, c'est comme ça, voilà. Est-ce que pour l'Afrique, au regard justement de cette configuration géopolitique, est-ce qu'il serait bien justement pour cette Afrique-là aujourd'hui, pour les pays africains, de se lancer dans cette sur cette voie du nucléaire, pourquoi pas, pour pouvoir aussi s'imposer sur la scène mondiale? Le professeur Bouemba Bon, au cours d'une conférence il y a quelques années, quelqu'un lui demandait, oui, mais entre le porte-avions et puis la Mahad, qu'est-ce que vous choisissez? Il dit, mais moi je choisis le porte-avions d'abord. Parce que si je choisis la Mahad et que l'autre, lui, il a la bombe, le porte-avions qui a la bombe nucléaire, quand il va me bombarder, il n'y aura plus rien. Et la Mahad même plus ne sera plus là. Donc je choisis le porte-avions et la bombe nucléaire, mais je prends quand même la Mahad parce que j'en ai besoin. La situation dans laquelle l'Afrique est aujourd'hui est une situation qui est complexe, mais qui peut tirer ses enseignements ou sa structuration de l'histoire des autres peuples. Le Brésil découvre ces immenses réserves de pétrole et de gaz à la fin des années 70, début des années 80, et comprend que, avec ce qui venait de se passer en 79 au niveau des îles Falklands, c'est comme ça que les Anglais appellent ces îles-là. Les Argentins les appellent les Malouines. Il y a eu cette guerre de Margaret Thatcher. Oui. Les Brésiliens comprennent que s'ils ne développent pas une marine et une armée très puissantes, ils ne vont jamais profiter de ces ressources-là. Ils créent Petrobras, donc leur compagnie nationale, un peu comme notre SNH ici, et se mettent donc à s'armer de la façon la plus lourde, au point qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller attaquer le Brésil sur ses eaux, sur ses richesses. C'est très bien protégé par l'armée brésilienne. Je vais vous prendre un autre exemple. Lorsque la première raison pour laquelle des pays comme la France décident de renforcer leur marine, non, la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne renforce sa marine vers le milieu du XVIIIe siècle, parce qu'elle contrôle à l'époque ce qu'on appelle la route des Indes et le commerce des épices qui viennent de l'Inde actuelle. Et du coup, elle va signer ce qu'elle a appelé la Charte des Indes sur 1000 ans à la Compagnie des Indes. D'accord. Il faut quand même il faut avoir de la perspective quand même. Oui, c'est-à-dire, nous sommes en 1776 et vous dites, bon, on vous accorde l'Inde pendant 1000 ans, donc jusqu'en 1776. Et ils décident de renforcer leur marine pour que personne d'autre
ne puissent les concurrencer sur ce terrain-là. Donc le développement, lorsque vous découvrez que vous avez de la richesse, et l'Afrique n'a plus besoin de faire une étude particulière pour ça ou des découvertes particulières. Les autres, ceux qui ont colonisé l'Afrique, ont permis à l'Afrique de savoir ce qu'elle vaut et ce qu'elle a. Oui. Des pays comme le Cameroun ont même développé une carte milliard en an, s'endetter auprès de la Banque mondiale. Nous espérons que toutes les données ont été transmises au Cameroun et que certaines ne nous échappent pas. Eh bien, l'Afrique doit se doter, comme le disait le professeur Bouembabon, des armes de destruction massive les plus à la pointe. C'est extrêmement important parce que sans ça, nous ne pourrons jamais protéger. Nous ne pourrons jamais nous assurer de la maîtrise de nos ressources. Voilà la raison pour laquelle vous avez justement tous ces traités que les autres mettent en avant pour limiter l'accès au nucléaire, par exemple. Parce que l'arme nucléaire, pour le moment, c'est l'arme absolue. On peut développer d'autres armes, mais pour le moment, c'est l'arme absolue. Oui. Parce que, quand on se souvient de ce qui s'est passé à Nagasaki non, pas Fukushima, à Nagasaki et Osaka. Osaka, ok. Voilà, à la Deuxième Guerre mondiale, Oui. on sait que c'est quelque chose contre quoi on ne peut rien. Ok. On ne peut rien. Pire, on se rend bien compte qu'il y a eu des développements de cette arme avec des choses comme la bombe H, aujourd'hui, qui est extraordinaire. Mais c'est pour cette raison que personne ne s'attaque à la Corée du Nord. Et c'est pour cette raison que l'Iran fait peur à tout le monde. Donc, il va falloir que les Africains se décident. Il reste, je ne dirais pas comme France Fanon, pas les damnés, mais il reste les moutons de la terre où ils décident de devenir des lions qui dansent avec des lions. Soit nous dansons avec des lions, il ne faut pas seulement que ce soit un slogan, mais que ce soit vraiment des lions. Réel, oui. Que nous soyons des lions qui dansent au milieu des lions de toute la planète. Et pour ça, il faut donc avoir les coques, la puissance et les capacités de tous les lions. Nous devons construire la puissance africaine aujourd'hui. Vous ne pouvez pas avoir près de... L'Afrique en 2023, c'est 1,7 milliard à 1,8 milliard d'habitants. Mais vous ne pouvez pas avoir près de 2 milliards d'habitants et vous n'avez aucun moyen de les défendre. Mais après, il faut justement laisser ces États africains se doter de ces différents Qui armes. laisse. On voit... Il ne s'agit pas de laisser. Il s'agit pour ces États d'y accéder. Mais la vérité est que... Mais comment y accéder? Déjà, ces États sont en guerre. Quand on parle de guerre, voilà, c'est une image contre justement ces puissances occidentales. Mais il y a quelque chose de assez curieux chez les Africains, Madame Siquet. Oui. C'est que à partir du moment où vous vous rendez compte que vous êtes en guerre contre des adversaires plus puissants que vous, vous formez une coalition. Les Africains ne veulent pas former de coalition. Mais là, nous avons une bonne nouvelle. Oui. Entre Guinée, Mali, Burkina Faso. Et on espère que beaucoup vont suivre. Dans un livre auquel j'ai participé en 2017, l'Afrique s'était résignée à la colonialité, je me suis amusé à faire des combinaisons de comment est-ce qu'on peut démarrer les États-Unis d'Afrique avec des combinaisons de 2 pays, 3 pays, 4 pays, 5 pays. Vous l'avez souvent d'ailleurs dit, justement. Donc, on peut, il faut que nous soyons réalistes. Là, face au monde, vous croyez que le Gabon peut faire la guerre à qui? À la France. Ils vont faire comment? Comment? Le Cameroun peut faire la guerre à l'Union européenne? On ne peut pas. Les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens l'ont très bien compris. On ne peut pas. Donc, par contre, si nous faisons au moins des États sous-régionaux, vous avez un État en Afrique centrale, 7 millions de kilomètres carrés, 350-400 millions d'habitants, c'est à peu près la population des États-Unis. Quand vous parlez, on vous écoute, on fait attention. Quand vous avez 400 millions d'habitants, vous produisez chaque année au minimum 10 millions de cerveaux de niveau bac plus 3 à 7 ou à 8. Ça veut dire que vous avez une capacité scientifique et une capacité de production de la science et de création des technologies qui est extraordinaire. Au minimum 10 millions chaque année. C'est pour ça que les Chinois sont bons. Pendant que vous avez quelques personnes dans l'Union européenne qui vont se battre pour faire le programme Ariane, les Chinois ont des équipes qui sont 10 fois plus nombreuses. Comment vous pensez que vous allez faire la compétition avec des gars comme ça? Vous ne pouvez pas faire de la compétition avec eux. Or, l'Afrique a la possibilité d'avoir des équipes encore plus nombreuses parce qu'on est un peu plus peuplé. Sauf que tant qu'on restait émietté, on est là comme des graines d'arachide jetés au sol.
Il sera difficile de ce sera très s'affirmer, difficile. oui. La sagesse et le réalisme politique commandent pour le bonheur des populations de chaque État que nous passions rapidement, au moins aux États sous-régionaux, mais de préférence avec un horizon très rapide à l'État confédéral continental. Si nous faisons ça, nous allons pouvoir faire nos bombes atomiques, nos missiles hypersoniques, nos chasseurs hypersoniques, mais surtout, la construction de la puissance n'est pas que la construction des armes, c'est aussi l'économie. C'est-à-dire que nous allons être capables de maîtriser les coûts de l'énergie et de pouvoir donc nous industrialiser et fabriquer les choses dont nous avons besoin. Nous allons devoir comprendre que si vous importez du riz d'Asie du Sud-Est, du blé, de je ne sais pas n'importe où dans le monde, vous n'allez jamais rendre vos paysans riches. Parce que eux, ils rendent leurs paysans riches, c'est eux qui produisent ça. Si par contre aujourd'hui vous mangez le macabo, le mil, le sorgho, les ignames, les patates, etc., le manioc, en fait vous allez rendre vos paysans riches. Et eux, ils vont pouvoir payer les études à leurs enfants. Ils vont pouvoir les soigner, vont pouvoir les loger, les éduquer, etc. Et c'est grâce à ça que vous allez en fait faire le saut de grenouille, de leapfrog. C'est-à-dire que vous faites une projection, disons, vous sautez des étapes que vous n'êtes pas obligé de suivre, des étapes de développement, et vous allez beaucoup plus vite. Quand vous voulez nourrir 1,8 milliard de personnes, c'est un marché immense pour l'agriculture. C'est juste incompréhensible que les Africains soient dans des débats tout à fait vaseux et des débats qui montrent une certaine incompétence, comme les débats sur les produits de première nécessité. Quand vous avez un marché comme celui-là, vous pouvez décider que les budgets... Pardon? Je dis cela ne devrait plus être un problème. Mais pas du tout. Vous pouvez décider que le tiers du budget de votre année, d'une de vos années, ou alors vous planifiez sur 5 ans. Vous dites que chaque année, 10% du budget ou 20% du budget de vos pays va être alloué à l'agriculture pour qu'on n'en parle plus. C'est ce que la Russie a fait aujourd'hui. Elle est autosuffisante en matière de blé et de fruits. Donc, une bonne part de fruits qui peuvent pousser sur ces terres. Pourquoi est-ce que les Africains ne réfléchissent pas comme ça? Observez bien le monde. Les seuls pays auxquels on ne s'attaque pas facilement, c'est les pays qui ont au moins 100 millions d'habitants. En Afrique, il n'y en a que 3. Le Nigeria, l'Égypte, la RDC. Le problème, c'est que ces pays sont beaucoup plus faibles sur le plan économique que tous les autres pays qui ont 100 millions d'habitants dans le monde. Aucun de ces pays ne peut affronter l'Allemagne. Aucun de ces pays ne peut affronter la Turquie. Aucun de ces pays, quel autre pays a 100 millions d'habitants? Il n'y en a pas beaucoup. Le Pakistan. Aucun de ces pays n'est aussi développé que le Pakistan. Il n'y en a pas. Et ces considérations-là ne doivent jamais nous échapper. Quand vous montez à des pays qui ont 200 millions d'habitants, personne n'ose les attaquer. L'Indonésie, le Japon, la Russie, le Brésil, personne. C'est une véritable force, effectivement. Bien sûr, observez le monde. Tout à fait. Observez le monde. Personne ne s'attaque à ces pays-là. Ils sont 200 millions. Vous n'allez pas pouvoir vous attaquer à un pays comme ça facilement. Vous ne pouvez pas. C'est vrai que lorsque vous le dites, on voit, ça nous rappelle aussi cette hésitation aujourd'hui des États européens qui ont dit oui, on va vous livrer des armes à l'Ukraine. Mais on sait que Moscou avait dit si vous le faites, nous on va réagir. Parce que personne mais jusqu'à présent, effectivement, personne. Bien sûr, il y a une ligne rouge. Oui, tout à fait. Et vous constaterez une autre chose. En dehors de cette puissance démographique, les seuls pays auxquels on ne va pas s'attaquer, c'est les pays qui disposent des armes stratégiques modernes. L'Iran, la Corée du Nord. Personne ne s'attaque à ces pays-là. Personne n'ose. Vous ne pouvez pas oser vous attaquer à ces pays, n'importe comment. Donc, il faut que l'Afrique le comprenne. Nous avons à la fois la puissance démographique et nous devons développer la capacité de dissuasion militaire. Nous devons développer cette capacité. Si nous ne la développons pas, personne ne va nous respecter. Et vous voyez que les pays africains fomentent des crises, des rébellions partout. Parce que même ceux qui ont au moins 100 millions d'habitants sont des pays pauvres, des pays faibles. L'Éthiopie est faible, l'Égypte est faible, l'Afrique, le Nigeria est faible, la RDC est faible. Or, c'est les pays les plus
peuplée d'Afrique. Si l'Afrique du Sud avait conservé sa bombe atomique, ce serait un pays auquel personne ne s'attaque. Mais il est faible, il n'a rien. Donc, c'est un peu toutes ces considérations pour dire quoi? Pour dire que la Russie, l'Afrique aujourd'hui doit regarder de ce qui se passe en Russie, ce qui se passe dans ces pays qu'on vient de citer. Les gens doivent pouvoir se mettre ensemble. Le Kazakhstan, c'est 40,6% de l'uranium naturel dans le monde, mais le Kazakhstan s'est mis sous la couverture, sous la parapluie russe, pour qu'il ne soit pas attaqué. Parce que là où il y a de l'uranium, les prédateurs sont très rapidement viennent attaquer. Le Niger, c'est à peu près 30% de l'uranium mondial. Oui, à peu près. Niger, oui. Voilà, donc c'est le deuxième après le Kazakhstan. Le seul problème, premier producteur en Afrique. Oui, et le deuxième dans le monde. Le problème, c'est que quand vous regardez le Kazakhstan et le Niger, le Kazakhstan, c'est vraiment le 21e siècle, le Niger, c'est le Moyen-Âge. Parce que le Niger, l'environnement du Niger n'est pas un environnement qui a la capacité de s'opposer aux assauts de la prédation internationale. Alors que le Kazakhstan étant sous le parapluie russe, personne ne peut s'attaquer au Kazakhstan. Impossible. Et nous sommes à la fin de cette édition. Alors, Dr Yam, qu'est-ce qu'on pourrait donc retenir ce soir? Quelles leçons tirer de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde avec cette guerre en Ukraine et justement la question des sanctions? Qu'est-ce que cela devrait nous apprendre? Pour nous les Africains, la première chose c'est de savoir que le monde n'est pas tel que nous le pensons. Le monde n'est pas fondé sur la marche du monde, la géopolitique mondiale n'est pas fondée sur la bonté, la gentillesse, c'est pas là-dessus. Ça, c'est la diplomatie, c'est-à-dire quand on a décidé des vraies choses et que on veut faire le cinéma qu'on fait en public. On s'est feutré. Vous voyez, ça, c'est les diplomates qui font leur travail, qui permettent de rappeler à ceux qui prennent des décisions dures, de rappeler quand même qu'il faut au moins avoir un gant de velours pour que ce soit un peu feutré. Mais il faut savoir que le monde est un environnement réaliste. Si demain, les Africains trouvent de l'intérêt, les Camerounais trouvent de l'intérêt à travailler avec la France pour le développement de leur pays, pas pour la laisser l'abrutir, la piller, la piller et la dominer, mais trouvent un intérêt dans une relation respectueuse des deux parties, à faire des choses, il faut que les gens le fassent. Parce que tout ce qui compte, c'est nos intérêts. Il faut que chacun sache quels sont ses intérêts là-dedans, et c'est important. Si les Camerounais disent, si les Russes avaient dit, par exemple, nous ne voulons plus vendre de l'uranium retraité à la France parce qu'il y a eu des paquets de sanctions, ce serait de la fragilité. Mais ils disent, ça, il n'en est pas question, donc continuez à faire ce qu'on a fait. Il faut être réaliste. Mais ce qui importe pour ceux qui, demain, rêvent d'occuper des postes politiques, de décisions politiques dans leur pays, la seule chose en dernier ressort qui compte, c'est qu'est-ce que ça rapporte à votre peuple. Ce n'est pas une affaire de vos poches. Quand vous devenez président de la République ou ministre, au fond, vous ne pouvez plus être pauvre dans votre vie. Les gens doivent le savoir. Les traitements des ministres, même dans les pays pauvres, sont tels que bien gérés, ils ne peuvent plus être pauvres après leur passage dans le gouvernement. Si vous devenez président, on ne peut plus être pauvre. D'ailleurs, il y a une prise en charge par l'État. Exactement, bien après. Donc que les gens cessent d'avoir peur pour l'avenir à titre individuel, mais qu'ils se battent pour leur peuple, qu'ils se demandent que gagne mon peuple. Que gagne mon peuple? Si votre peuple ne gagne rien, alors ça ne vaut pas la peine de vous y lancer. Et vous devez être suffisamment froid pour comprendre que même avec quelqu'un qui vous piétine le petit orteil du pied, il est fort possible qu'il soit en train de masser votre gros pouce. Et à vous de trouver de faire l'équilibre entre les deux et de faire les choix qui s'imposent pour que votre pays ait sa place. Mais la chose la plus importante pour nous les Africains, c'est de savoir que dans ce monde, avec de telles
contradiction, avec une telle complexité, eh bien, il nous faut construire de la puissance. Sans la puissance pure, qui arrête de la puissance pure, nous ne pourrons jamais nous en sortir, nous serons toujours des peuples pillés. Et pour cela, il faut que nous puissions nous mettre ensemble. La fédération qui se construit autour du Mali, du Burkina et de la Guinée, il faut qu'on l'élargisse très rapidement, au moins à des États sous-régionaux, mais de mieux à un État continental. En 30 secondes, justement, vous parliez de réalisme, il faut être réaliste. Est-ce à dire que demain ou après-demain, lorsqu'on regarde aujourd'hui la posture de la France, demain ou après-demain, Moscou et Paris peuvent se mettre sur la table des discussions et trouver un accord, justement? Ils trouveront un accord, pas qu'ils peuvent, ils trouveront un accord, parce que cette opération militaire spéciale ne s'achèvera que par un accord. La guerre, ça se fait sur le terrain, la guerre, ça s'arrête. Et à ce moment-là, l'Afrique sera au milieu. Et c'est difficile, justement. Et c'est ça que les Africains n'ont pas compris. Ça fait un an. Oui. Un an, jour pour, c'est-à-dire pratiquement, hein, ça a commencé l'année dernière. Ce sera le 24 ça fait un an que nous crions, nous parlons, nous appelons les Africains. Voici une fenêtre d'opportunité historique qui s'ouvre. Les Africains ne font rien. Ils sont là, ils se font les petites guéguerres entre eux dans leur pays. Ils essaient de prouver chacun qu'il est le meilleur, le plus beau président d'Afrique. Alors que nous leur disons, voilà la fenêtre d'opportunité historique, mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble. Imaginez que ceux d'Afrique centrale étaient allés très vite. Qu'est-ce que ça coûte de faire la fusion CEMAC-CEAC en 2 mois, c'est-à-dire très rapidement, vous donnez 2 mois. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans le fait de créer votre monnaie de l'Afrique centrale? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué pour que les 11 chefs d'État s'asseyent et disent, bon, écoutez, les gars, on crée notre État, qui est l'État de l'Afrique centrale, et puis nous tous là, chacun va voir s'il veut rester patron d'un État fédéré ou pas. Mais non, ils sont en train de se faire la guerre. C'est-à-dire que le Rwanda commence la guerre avec la RDC, et puis on a le Cameroun et la Guinée équatoriale qui s'échangent des mots, et puis on a... C'est-à-dire que vous avez l'impression que les Africains ne voient pas le monde dans lequel nous vivons. Il y a une fenêtre d'opportunité, profitez-en, mettez-vous ensemble. À la CEDEAO, là-bas, je n'ose même pas revenir sur ce sur quoi ils sont. Et pendant ce temps, les mêmes gens qui, eux, sont en train de voir comment renforcer leurs alliances, créent des guerres partout. En Éthiopie, ils créent une guerre, et toute l'Afrique de l'Est, là, ils regardent. Il y a des problèmes partout, alors que nous aurions pu en profiter pour avancer. Je pense que, et je l'espère, que cette année 2023 sera le démarrage de quelque chose. Dans tous les cas, le mouvement 10 000 élus panafricanistes est en train de travailler pour que les choses changent. Pour que demain, nous ayons une Afrique qui construit de la puissance, qui réussisse à devenir puissante et qui ait une puissance pure qui arrêtera toutes les puissances pures qui oseront s'attaquer à l'Afrique. L'Afrique va construire la puissance pour se défendre, pour dissuader quiconque de l'attaquer, et elle gardera toujours la porte ouverte et la main tendue pour ceux qui voudront venir faire des affaires de façon respectueuse et de façon courtoise, polie et absolument... véritablement d'égal à égal. Oui, d'égal à égal avec nous. De toutes les manières, imaginez simplement que l'Afrique centrale crée sa monnaie et son État. C'est l'équivalent de 7 milliards de tonnes de matières premières. C'est l'équivalent de 7 000 milliards de dollars. Or, tout le PIB de l'Afrique centrale en 2021 n'était que de 571 milliards de dollars. Donc, ce n'est même pas 10% de tout ce que les revenus d'exportation auraient représenté, sauf que cette Afrique centrale n'a pas perçu ça. Il faut donc que les Africains comprennent que le moment est venu, c'est maintenant, ce n'est pas demain. Notre objectif n'est pas de faire disparaître les autres, ils ont essayé de nous faire disparaître, mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif est simplement d'apporter du bonheur, de la dignité à notre peuple et de la souveraineté à nos pays. Voilà donc, c'est avec ces propos également qu'on va mettre un terme à cette autre édition de Regard panafricain sur votre Média for You, Africa for You Radio, la 96.3 FM, un programme rediffusé sur vos antennes, la télévision For You Média Africa. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis de bout en bout. Rendez-vous demain pour une autre édition de Regard panafricain lorsqu'il sera exactement 20h30, 19h30, temps universel. Au revoir.